nous amène, nous tous, des petits, aux forêts pour faire des jeux de cache-cache. C'est pour ça que j'ai compris comment le rebelle, comment le Mali. Il y a des groupes qu'on appelle le Mali. On a choisi un groupe pour le Mali, on a choisi un groupe pour les rebelles. On utilise le bois, on fait comme des lames, des pistolets. Mali, on est petit. Le jeu casse-tête. L'armée de Mali, ne bouge pas, si tu bouges, tu es mort. Il faut que tu te couches. Ça, il serait mort. Je dépasse, je cache sous un arbre. Je me fais de judo comme de jet-li. Mali, il faut que tu t'assoies. Si tu bouges, tu es mort. Est-ce que tu vois, moi je me rappelle du nom de Iyad. Je crois que c'est le plus fort du monde. Moi, je me renomme Iyad. Et les autres, ils le rappellent Ibrahim, Abregoun, Abdallah, comme ça. Est-ce que tu vois? Cet homme, donc, est actuellement, comme je le disais, combattant du MNLA, mais il est né dans une région très rurale dans le nord du Mali. Quand il était petit, la rébellion de 90 a éclaté, donc il a, comme beaucoup d'autres familles à ce moment-là, vécu en exil en Mauritanie, dans un camp de réfugiés pendant plusieurs années. Alors que son père et ses oncles étaient au combat, il vivait auprès de sa mère, ses tantes et ses frères et sœurs. Le moment où il me raconte cette histoire, c'est le moment où il essaie de m'expliquer, puisqu'il m'explique que depuis toujours, il sait qu'il y a un problème, que le Mali leur veut du mal, puisque le Mali a assassiné des membres de sa famille, etc. Mais que tout paraissait très flou encore dans sa tête, que c'était vraiment de l'ordre de la peur, des émotions, mais que le moment où il a vraiment compris cette situation en termes plus politiques, ça a été par le biais de ce jeu-là en partie. Donc cet entretien, il est révélateur de la façon dont les enfants vont intégrer ce conflit par le biais du jeu et donc prendre conscience de leur groupe d'appartenance. Et tout en prenant conscience de leur groupe d'appartenance, ils vont aussi hériter d'un ennemi commun qui est l'État central à ce moment-là, l'État central malien, et se mettre en disposition d'affronter cet ennemi. Donc ça se complète avec beaucoup de discussions dans le cadre familial, etc. Mais cette façon de le mettre en scène dans le jeu, c'est aussi intégrer les modèles héroïques de la société. C'est aussi pour un petit garçon intégrer les modèles de courage et de virilité pour un homme qui appartient à cette communauté, qui vont plus tard, c'est intéressant pour moi, s'aligner avec plus des dispositifs, le dispositif en soi du mouvement armé, où les jeunes hommes vont intégrer le mouvement à partir de relations familiales ou amicales. Ce ne serait pas arrivé à une petite fille, puisqu'une petite fille va être destinée à lutter à l'intérieur de la sphère domestique, donc finalement à peu près des tâches similaires, que ce soit en guerre ou en temps de paix, alors que le garçon va être incité à mettre en avant sa virilité et son courage par le biais du maniement des armes, entre autres. Le MNLA est un mouvement où les femmes sont très impliquées. Elles ont été à la base de la création du mouvement en soi, autant en termes logistiques qu'idéologiques. Et elles sont très valorisées au sein de ce mouvement pour ce qu'elles y apportent au quotidien. Mais en contrepartie, elles ont très peu accès à des postes politiques qui seraient sur la sphère publique. Donc elles ont des rôles qui sont vraiment liés à l'espace domestique. Elles militent à l'intérieur du foyer, auprès de leur famille. Et ça maintient une forme de rapport assez traditionnel au genre et aux normes genrées, tout en étant très valorisé, mais et en vivant à la fois une forme de réassignation genrée pendant cette période de guerre.